« Tu n'es pas mon vrai père !» Le garçon a crié, puis la vérité a éclaté. La première chose qui frappa tout le monde lorsque Malcolm Ward entra dans la salle d'audience ne fut pas son costume gris anthracite repassé, ni la façon dont il serrait la mâchoire, mais le garçon qui marchait à ses côtés, Jacob, à peine 10 ans, sa petite main serrée autour de celle de Malcolm, comme si la lâcher signifiait tomber dans un abîme. Il y avait quelque chose de fragile dans la façon dont l'enfant se déplaçait, comme du verre sous pression, à un faux pas de se briser. La salle d'audience, chargée de murmures et de spéculations, retenait son souffle. Ce n'était pas une affaire comme les autres. C'était une guerre menée au ralenti, noyée dans la légalité, mais chargée de secrets trop grands pour être enterrés à jamais. Des rangées de bancs en bois craquèrent, tandis que les journalistes se penchaient en avant, stylos en main, les appareils photo émettant un léger cliquetis sous le regard autoritaire de l'huissier. La présence de Malcolm attirait l'attention, non seulement à cause de son nom, mais aussi à cause du scandale qui l'entourait comme des barbelés. Sa réputation de procureur tenace, qui avait autrefois démantelé des cartels et renversé des juges corrompus, lui avait valu à la fois respect et ressentiment. Mais aujourd'hui, cette même réputation était assiégée, instrumentalisée contre lui par ceux qui craignaient les vérités qu'il avait révélées. Le juge Harlan Prescott se dressait derrière le banc, son expression incarnant l'arrogance neutre. Le nom de Prescott résonnait autrefois avec admiration dans les milieux juridiques, un homme célébré pour ses décisions fermes mais justes. Mais le temps avait érodé ce mythe. Des rumeurs suggéraient depuis longtemps que le juge jouait au favoritisme à huis clos, ses verdicts influencés par des dettes politiques et des réunions clandestines dans des salles enfumées. Aujourd'hui, ces rumeurs semblaient retomber sur ses épaules comme de la poussière, indéniable et épaisse. Pour la plupart, cette audience ressemblait à une bataille pour la garde des enfants. Pour les initiés, elle était bien plus sinistre. Malcolm ne se battait pas seulement pour le droit d'élever son fils. Il se battait pour survivre dans un jeu truqué par des monstres. 2 semaines plus tôt, il était tombé sur quelque chose de bien plus horrible que l'infidélité ou la fraude. Il avait trouvé des noms liés à la traite des êtres humains, au travail forcé et aux disparitions d'enfants. 2 sénateurs américains en exercice, un commissaire de police d'État avec des médailles sur la poitrine et du sang sur les mains. Malcolm ne l'avait pas cherché. La découverte était arrivée par hasard, un faux pas d'un témoin mourant qui lui avait demandé de remettre un colis au ministère de la Justice. Mais dès que Malcolm eut ouvert l'enveloppe, remplie de documents, de photos et de témoignages trop brutaux pour être ignorés, il sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Du jour au lendemain, il était devenu lanceur d'alerte, contactant des agents fédéraux, naviguant prudemment dans un réseau de confiance qui s'amenuisait d'heure en heure. Mais quelque part, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue. Les représailles ont été rapides, comme si elles avaient été planifiées. Son ex-femme Yvonne, une femme avec qui sa relation s'était effondrée des années plus tôt dans un silence réciproque, réapparut, le regard rivé à la justice. Elle demandait la garde exclusive de Jacob. Sur le papier, cela semblait banal. Inquiétude concernant l'état mental de Malcolm, allégations infondées de comportements erratiques, accusations de négligence opportune. Mais sous la surface, c'était une frappe chirurgicale, orchestrée par des hommes qui savaient exactement comment démanteler leurs ennemis sans coup férir. La salle d'audience empestait la performance. Chaque mouvement était chorégraphié, chaque visage masquait des intentions profondes. Yvonne entra avec des talons qui claquaient comme des coups de marteau, son regard fuyant complètement celui de Malcolm. Elle tenait dans ses bras un épais classeur, rempli de ce genre de vérité que seul l'argent et l'influence pouvaient compiler. Malcolm la regarda prendre place de l'autre côté de l'allée, son sourire narquois trahissant quelque chose de plus que de la confiance, peut-être du regret, peut-être de la peur, mais certainement pas de l'innocence. L'huissier rappela la salle à l'ordre, sa voix puissante et autoritaire ne parvenant pas à dissiper la tension. Malcolm s'assit près de Jacob, posant délicatement sa main sur l'épaule du garçon. Il murmura doucement, les mots s'échappant à peine de ses lèvres, lui disant que quoi qu'il dise,
il serait toujours là. La promesse ne fut pas facile à tenir. Elle se traîna dans un labyrinthe de doutes et d'effrois. Malcolm n'était plus sûr que la présence suffirait, que l'amour puisse résister à la machine qui tournait maintenant contre lui. Il regarda autour de lui, reconnaissant quelques visages dans la foule. Des journalistes à qui il avait autrefois donné des citations exclusives. Des collègues qui lui avaient serré la main après des victoires judiciaires. Même un juge à la retraite qui devait sa nomination à l'une des précédentes poursuites de Malcolm. Pourtant, aucun d'eux n'offrit un signe de tête en signe de soutien. Personne n'osa choisir son camp. Le silence était plus pesant que n'importe quelle accusation. Le juge Prescott s'éclaircit la gorge et commença les formalités d'ouverture. Son ton était sec, efficace, comme s'il lisait un texte qu'on lui avait remis des heures auparavant. Il salua les deux parties, salua la présence de la presse et rappela à tous que le bien-être de l'enfant était la seule préoccupation du tribunal. Le mensonge résonna comme un marteau enveloppé de velours. L'avocat de Malcolm, Garrett Hollis, un homme mince en costume sombre, au regard fatigué de quelqu'un qui avait lu trop de dossiers classifiés et fait confiance à trop peu de gens, se pencha pour murmurer quelque chose. Probablement un rappel de procédure ou un signal pour que Malcolm paraisse calme. Mais Malcolm n'arrivait pas à se concentrer. Ses yeux étaient fixés sur Jacob, assis, les jambes se balançant nerveusement hors de sa chaise, le visage pâle et indéchiffrable. Malcolm essaya de sourire, mais son sourire vacilla sous le poids de ce qui avait été fait à cet enfant. Il se souvenait d'une époque pas si lointaine où Jacob courait à la porte après l'école et se jetait dans ses bras sans hésiter. Il se souvenait des matchs de baseball, des histoires du soir, de l'odeur des crêpes le dimanche matin. Mais même ces souvenirs semblaient désormais surveillés, privés de leur sécurité, transformés en faiblesse à utiliser contre lui. Il ne s'agissait plus de savoir quel genre de père il avait été. Il s'agissait de réduire au silence un homme qui en savait trop en s'attaquant à ce qu'il chérissait le plus. 2 semaines plus tôt, lorsque les preuves lui étaient parvenues, Malcolm avait envisagé de fuir. Il avait réservé un motel sous un faux nom, retiré Jacob de l'école sous prétexte de maladie et conduit 5 heures hors de la ville. Mais ce n'était pas lui. Fuir n'aurait fait que confirmer le récit que les autres étaient en train d'élaborer. Il préféra donc mettre les preuves en sécurité dans un coffre privé à accès restreint et rentra chez lui se préparer à la guerre. Cette décision était désormais mise à l'épreuve à chaque respiration qu'il prenait dans cette salle d'audience. Alors que le juge commençait à autoriser les plaidoiries, Malcolm sentait les stratagèmes de manipulation se dévoiler. L'avocat d'Yvonne le dépeignait comme un homme rongé par les délires, un père trop absorbé par des complots pour lui offrir un foyer stable. Il se référait à des documents que personne dans la salle n'était autorisé à vérifier, faisait allusion à des fautes professionnelles sans en préciser les détails, et s'appuyait fortement sur l'ambiguïté des accusations de troubles mentaux. Il jouait sur le long terme, la mort implicite et non la preuve. Lorsque vint le tour de Garrett, il resta bref, arguant que la soudaineté de la demande de garde était suspecte, que Malcolm n'avait aucune plainte antérieure déposée contre lui, aucun casier judiciaire, aucun antécédent d'instabilité. Mais sa voix était unie, et les murs de la salle d'audience semblaient se resserrer à chaque mot. Jacob resta silencieux du début à la fin, son regard allant de ses parents au juge, aux journalistes et au plafond. Malcolm se demanda quelle pensée traversait ce jeune esprit. Comprenait-il la gravité de ce qui se passait, ou avait-il été protégé, soudoyé, ou pire, manipulé? Malcolm refusait de croire que son fils pouvait être utilisé contre lui. Mais plus l'audience s'éternisait, plus il devenait clair. Rien n'était hors de question, pas même l'innocence. À la récréation, la salle se vida dans un couloir bourdonnant de murmures. Malcolm resta assis, les mains jointes sur ses genoux. Son esprit s'emballait, non pas par peur, mais par le calcul incessant d'un homme acculé cherchant encore une issue.
Il savait ce qui était en jeu, pas seulement son enfant, pas seulement son nom, mais les noms de dizaines d'enfants, disparus, victimes de trafic, oubliés. Le dossier contenait des photos trop horribles pour être décrites, des témoignages trop crus pour être répétés. Et tout cela, chaque page, était lié à des hommes qui observaient désormais ce tribunal comme des dieux jugeant depuis des balcons cachés. Le plan était simple au départ, publier les preuves, impliquer les bonnes personnes et regarder le système faire ce pourquoi il était conçu. Mais ce système, il s'en rendit compte trop tard, était déjà vendu. Malcolm jeta un nouveau coup d'œil à Jacob. Le garçon lui esquissa un sourire, cette fois, faible mais sincère. Et à cet instant, Malcolm comprit ce qu'il fallait faire. Le tribunal était désormais leur champ de bataille, mais la guerre s'étendrait bien au-delà de ses murs. Ce qu'il cherchait à enterrer n'était pas seulement le droit d'un père, c'était la vérité, et il ne la laisserait pas s'effacer. Pas tant qu'il avait encore du souffle, pas tant que son fils lui tendait encore la main, comme si c'était le seul refuge restant. 2 semaines plus tôt, la chambre du motel était à peine éclairée, la lueur de l'unique lampe de table vacillant sur le papier peint qui se décollait. Malcolm était assis, voûté au bord du lit, les épaules lourdes, une bouteille d'eau à moitié vide serrée dans une main et une clé USB pincée entre des doigts tremblants dans l'autre. La sueur lui coulait dans le dos, s'accumulant à la base de son cou, imbibant son col. Dehors, le gémissement d'une sirène lointaine s'éleva, puis retomba. À l'intérieur, il n'y avait que le battement incessant de son cœur et le bourdonnement statique du silence. Il avait visionné la vidéo 12 de fois, chaque rediffusion étant plus poignante que la précédente. Les images étaient granuleuses, filmées par une caméra cachée dissimulée derrière une rangée de bouteilles d'alcool dans un salon privé de Washington, mais le son était d'une clarté déconcertante. Le commissaire Ray Taggart était adossé à son fauteuil, ses médailles à peine visibles sous les plis de son manteau civil, un verre de whisky tourbillonnant dans une main. En face de lui, le sénateur Blake Carroll fumait un cigare avec l'air désinvolte d'un homme qui n'avait jamais eu à subir de conséquences. Leurs paroles, bien que vagues, étaient chargées de menaces. Des expressions comme « mettre les choses au clair » et « certains ont besoin de rappel » flottaient dans l'air comme une sonnette d'alarme. Il ne prononçait jamais de nom directement, juste des références. Un garçon, un père, une leçon. Malcolm savait. Il le sentait au plus profond de lui-même. Il parlait de Jacob, de lui. Il était tombé sur la vidéo par hasard. Un courriel anonyme avec un lien jetable, sans expéditeur ni objet. Juste. Regardez ça. Il aurait dû le supprimer. Il aurait dû aller voir les autorités. Mais son instinct l'en a empêché, car il n'y avait personne en qui il pouvait avoir confiance. Plus maintenant. Le lendemain matin, les choses ont basculé. Au début, c'était subtil. Une voiture garée de l'autre côté de la rue, les vitres trop sombres pour voir à l'intérieur. Un appel d'un numéro masqué, rien au bout du fil, si ce n'est un bruit de respiration. Puis sont apparus des signes plus évidents. Le courriel envoyé à son employeur mettant en doute sa santé mentale. L'audit soudain de ses finances. Le coût inattendu des services sociaux à l'enfance, suite à une dénonciation anonyme concernant une négligence potentielle. Yvonne, qui l'avait autrefois supplié de s'impliquer davantage dans la vie de Jacob, est devenue glaciale du jour au lendemain. Sa voix, autrefois chaleureuse et chargée d'histoires communes, était maintenant sèche et formelle. Elle refusait les visites, invoquant des inquiétudes pour le bien-être émotionnel de Jacob. Elle mentionna des choses qu'il n'avait jamais dites, des comportements qu'il n'avait jamais manifestés. Ces accusations reflétaient le contenu d'une campagne de diffamation, coordonnée, calculée. Elle était coachée ou contrainte. Malcolm ne mit pas longtemps à reconstituer la situation. Quelqu'un avait tiré les ficelles, quelqu'un de puissant. Et maintenant, Jacob, son fils, son cœur, était instrumentalisé. Au tribunal, l'attaque fut méthodique. Garrett Hollis, son avocat, un homme aguerri aux cheveux poivre et sel et au regard qui ne laissait rien passer,
protestait à chaque instant. Mais le juge, un homme dont l'impartialité s'était dissipée dès le début du procès, confirma les accusations les plus accablantes. Les témoins se présentèrent à la barre avec assurance, chacun étant une brique soigneusement placée dans le mur qui s'élevait autour de Malcolm. Une ancienne collègue relata un comportement erratique qui n'avait jamais eu lieu. Une voisine jura avoir entendu des cris, inventés de toutes pièces. Même un membre du personnel de l'école, que Malcolm connaissait à peine, affirma que Jacob semblait souvent effrayé en présence de son père. Les photos portèrent le coup de grâce. Des images retouchées de contusions, incohérentes en termes d'angle et d'éclairage, mais suffisamment convaincantes pour éveiller les soupçons. Les objections de la défense furent à peine consignées au dossier. Garrett s'empressa de dénoncer les incohérences, exigeant une analyse médico-légale, mais le temps et la perception ne jouèrent pas en sa faveur. Malcolm, impuissant, observa depuis son siège la salle d'audience, sous la pression d'en haut, se transformer lentement en théâtre. Jacob, petit dans l'immense fauteuil de témoin, se tortillait sous le feu des questions de l'accusation. Ses mains se tordaient sur ses genoux, son regard naviguant entre le juge, sa mère et Malcolm. L'espace d'un instant, il sembla sur le point de pleurer. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Il se redressa. Ses épaules se raidirent et son regard se fixa sur le juge. Les mots étaient clairs, trop délibérés. « Tu n'es pas mon vrai père. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle d'audience comme un rideau baissé. Des halètements audibles parcoururent la galerie. Une femme au fond se plaqua une main sur la bouche. Les yeux de Garrett s'écarquillèrent. Le juge se pencha en avant, intrigué, sa plume figée à mi-trait. Malcolm ne pouvait pas bouger, non pas parce que les mots lui faisaient mal, même s'ils le faisaient, coupant comme du verre brisé, mais à cause de la façon dont Jacob les avait prononcés. Pas comme un enfant submergé par l'émotion, pas avec la douleur brute et spontanée d'un garçon qui se déchaîne, mais avec la cadence de quelqu'un qui s'était entraîné, répété, comme une réplique tirée d'un script. Le juge se tourna vers Malcolm, presque avide d'une réaction. « Souhaitez-vous répondre » Malcolm ne dit rien, pas tout de suite. Ses mains étaient déjà en mouvement, fouillant dans le dossier en papier Kraft resté intact sur le bureau à côté de lui depuis le début du procès. Des papiers s'éparpillèrent, de vieux documents, des reçus, des lettres. Et puis, il la trouva. Une seule feuille, usée sur les bords, l'encre légèrement passée mais encore lisible. Vieille de 11 ans, pliée en deux, adressée à lui. La signature au bas était indubitable. Marcus Caldwell. Il la déplia lentement, le cœur battant plus fort que les voix autour de lui. Dans le chaos de la salle d'audience, la lettre résonna comme une bouée de sauvetage, quelque chose de réel dans un océan de mensonges. Marcus l'avait écrite durant ces derniers mois, alors que le cancer rongeait déjà ses forces. Un homme endurci par la guerre, mais brisé par les regrets. Élevez-le comme le vôtre. Je sais qu'il est de mon sang, mais c'est toi dont il a besoin. Cette phrase brûla les yeux de Malcolm. Il se souvenait de la réception de la lettre. Il se souvenait du tremblement dans la voix de Marcus lors de leur dernière conversation, de la gratitude, de la confiance. Jacob était à peine un tout petit à l'époque. Marcus savait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour le voir grandir, mais il avait choisi Malcolm, non pas par biologie, mais par amour. Malcolm se leva, la lettre toujours à la main. Garrett le regarda, perplexe, incertain s'il s'agissait d'une dépression nerveuse ou d'une avancée décisive. Malcolm ne parla pas, ne cria pas. Il tendit simplement la lettre à son avocat et retourna s'asseoir, les yeux rivés sur Jacob. Quelque chose changea dans l'expression du garçon. La tension se relâcha. Le doute s'insinua. Il regarda sa mère, les avocats, puis Malcolm. Une lueur de reconnaissance, de peur, traversa son visage. Il ignorait le contenu de la lettre, mais il vit le changement qu'elle provoquait dans la pièce. Garrett, parcourant la page, se raidit. Le juge plissa les yeux. L'accusation objecta. «
hors de propos, préjudiciables, trop anciennes pour avoir de l'importance, mais la voix de Garrett les transperça comme une lame. Il ne s'agissait pas de pertinence, il s'agissait de vérité. Et la vérité venait de s'infiltrer dans la salle d'audience. Le récit qu'ils avaient été construit autour de Malcolm, violent, instable, inapte, commença à vaciller, pas à s'effondrer, pas encore, mais à trembler sur les bords, car l'explosion de Jacob, si parfaitement synchronisée, sentait maintenant l'orchestration. Qui le lui avait dit? Qui l'avait coaché? Et surtout pourquoi? Malcolm se rassit, épuisé mais résolu. Le système avait tenté de le noyer dans la fiction, mais la fiction s'effondrait toujours sous le poids des preuves. La lettre n'était pas qu'un souvenir, c'était un témoignage. Un murmure dans le silence disait ce qu'il ne pouvait pas dire. Quelqu'un avait déployé des efforts extraordinaires pour retourner Jacob contre lui. Et qui que ce soit, il venait de faire une erreur. La salle d'audience était à peine vide que le chaos gagna les couloirs. Les policiers aboyaient l'ordre de vider la galerie, tandis que les journalistes se pressaient contre les fenêtres du palais de justice comme des vautours flairant le sang. À l'intérieur, derrière les épaisses portes de bois désormais verrouillées, une autre bataille faisait rage, plus silencieuse, plus intime, mais non moins violente. Malcolm était assis dans une salle de détention sans fenêtre en face de Jacob. Les murs, stériles et couleur crème, semblaient se refermer. Entre eux se trouvait la lettre, dont les bords étaient encore recourbés, là où Malcolm l'avait serrée pendant son témoignage. Les petits doigts de Jacob planaient sur la page, tremblants, les joues rouges de culpabilité et de peur. La voix du garçon se brisa lorsque le poids de ce qu'il avait fait s'effondra enfin sur lui. Il admit ce que Malcolm savait déjà, qu'Yvonne lui avait dit quoi dire, que s'il ne répétait pas les lignes, il perdrait tout, sécurité, maison, sûreté. Elle disait que Malcolm ne reviendrait pas s'il ne coopérait pas, qu'ils avaient besoin de protection. Malcolm ne broncha pas. Il ne s'en prit pas à lui. Il resta simplement assis là, laissant la douleur de son fils se répandre dans la pièce comme une eau qui coule lentement. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une profonde tristesse qui atteignait des endroits que la rage ne pouvait atteindre. Il ne blâmait pas le garçon. Les enfants ne fabriquent pas la trahison tout seuls. Non, ce genre de cruauté nécessitait de l'aide. Des adultes, des systèmes, du pouvoir. Le mensonge avait été planté comme une graine dans un sol meuble, nourri par la peur et arrosé par la manipulation jusqu'à ce que Jacob croie qu'il avait germé dans ses propres pensées. Malcolm savait que ce n'était pas le cas. Il voyait maintenant les lignes de fracture, fines mais qui s'étendaient. Il blâmait les hommes derrière le rideau, les architectes, les hauts fonctionnaires qui avaient perçu sa découverte non pas comme un avertissement, mais comme une menace. Les images du commissaire Ray Taggart et du sénateur Blake Carroll n'avaient pas seulement révélé la corruption, elles avaient révélé les contours de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose de secret et protégé par le statut. Dans les jours qui suivirent la diffusion de la vidéo, Malcolm commença à prendre conscience de l'étendue du problème. Les dettes d'Yvonne, autrefois dormantes, explosèrent soudainement. Des prêts qu'elle n'avait pas mentionnés, des menaces qui la contraignaient, ses anciennes addictions qui se rapprochaient avec une cruelle précision. Mais ce n'étaient pas des coïncidences, c'était calculé. Une pression juste assez forte pour la faire plier, jamais au point de pouvoir prouver la coercition, juste assez pour la maintenir dans l'obéissance. Elle était devenue un pion, puis une participante. Et son fils, la seule chose vraie qui lui restait, devint sa monnaie d'échange. Alors que la nuit s'étirait et que les lumières du tribunal s'éteignaient, Garrett arpentait la salle de conférence sécurisée, son téléphone collé à l'oreille. Les rides de son visage s'étaient creusées au cours des dernières 48 heures. Son assurance habituelle était désormais tempérée par l'épuisement et autre chose, l'urgence. Un appel était arrivé, une source anonyme du FBI.
Ils ne voulait pas donner de nom, mais leur message était clair. L'affaire était parvenue aux oreilles des autorités fédérales. Quelqu'un à l'étage observait. Cela ne garantissait pas la sécurité, pas encore. Mais cela signifiait que la vérité à laquelle Malcolm s'était accroché pourrait enfin trouver de l'oxygène. Néanmoins, l'intérêt fédéral était une arme à double tranchant. Mal géré, il pouvait disparaître aussi vite qu'il était apparu. Garrett transmit l'information à Malcolm avec prudence. Il devait tenir bon. Le procès n'était pas terminé, et chaque seconde qui le séparait restait un champ de mine. Pour l'instant, ils étaient encore à la merci du tribunal local, un tribunal qui s'était montré compromis dès le premier coup de marteau. Le lendemain matin, l'air extérieur était lourd d'humidité, le ciel constellé de nuages qui n'avaient pas encore décidé s'ils allaient éclater. À l'intérieur du palais de justice, l'impatience était palpable. Les journalistes se rassemblaient comme des chasseurs d'orage, pressentant une secousse sismique. Malcolm entra par le couloir latéral sous forte escorte. Jacob n'était pas avec lui. Le juge avait ordonné que l'enfant reste hors du tribunal pour le reste de la procédure, invoquant une instabilité émotionnelle, une excuse superficielle mais un répit temporaire. La salle d'audience se remplit lentement, la galerie bourdonnant d'une énergie nerveuse. Même les jurés avaient changé d'attitude, plus alertes, leurs regards se portant vers le banc, puis vers Malcolm, puis vers la porte. Quelque chose avait changé. Et puis ce changement se transforma en un tremblement de terre. Garrett se leva pour présenter un témoin surprise. Il y eut des murmures, des objections, un tourbillon de papier froissé, mais le juge l'autorisa, non sans réticence. Les portes à double battant s'ouvrirent en grinçant. Un homme de grande taille entra, les épaules carrées, le regard perçant sous une couronne de cheveux argentés. Elijah Caldwell, le frère de Marcus. Un ancien cryptologue de la marine devenu activiste, connu dans certains milieux pour avoir défié le silence fédéral sur les crimes de guerre enfouis. Sa présence fit des vagues dans la salle d'audience. Certains connaissaient son nom, d'autres en ressentaient simplement la gravité. Elijah ne portait ni mallette, ni lunettes, juste un dossier sous le bras et un visage sculpté dans le granit. Il témoigna avec une autorité tranquille. Du dossier, il sortit une copie de la lettre que Malcolm avait soumise, mais la sienne contenait une page supplémentaire. Un rapport ADN, ni celui de Malcolm, ni celui de Jacob, celui de Marcus. Une dernière requête scientifiquement fondée, signée et notariée peu avant sa mort. Le rapport confirmait ce que la lettre déclarait. Jacob n'était pas l'enfant biologique de Malcolm, mais légalement, il lui avait été confié intentionnellement et clairement. La loi de l'État reconnaissait d'ailleurs l'accord comme contraignant lorsqu'il était accompagné de documents testamentaires et en l'absence de prétention biologique. La salle d'audience changea à nouveau. L'accusation trébucha. Garrett insista, citant des lois, des précédents et des clauses de tutelle étatique qui concordaient avec le témoignage d'Elijah. Et alors que le juge commençait à peser le pour et le contre, l'instant se brisa comme du verre sous un marteau. Les portes de la salle d'audience claquèrent. Des marshals en uniforme entrèrent, vestes noires et insignes fédéraux brillant sous les néons. Ils portaient des papiers, tamponnés et signés avec une autorité indéniable. Une injonction fédérale. Le procès, tel qu'il se présentait, était terminé. Le tribunal local avait été déchu de sa compétence. Tout, preuves, liste de témoins, transcriptions, appartenait désormais aux enquêteurs fédéraux. Le marteau du juge ne résonna pas. Ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa le micro. La galerie se figea, le souffle coupé comme du verre au bord de l'éclatement. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était basse et creuse. « On nous a dit d'enterrer tout ça, le trafic, les dossiers, l'affaire, tout !» Les mots résonnèrent comme une détonation au ralenti. Le juge s'affaissa en arrière, le visage vidé de ses couleurs, comme si toute une vie de complicité venait de refaire surface d'un coup. Au fond de la salle, quelqu'un haleta. Une femme sanglota. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il fut empli de révélations. Et puis le marteau tomba. Pas une décision, pas un verdict,
Juste un dernier bruit avant que la salle ne se vide. Dehors, la presse s'emballait comme un barrage qui cède. Les journalistes hurlaient leurs questions aux caméras. Des hélicoptères planaient au-dessus comme des insectes. Mais à l'intérieur, tandis que les marshals escortaient Malcolm par la porte latérale, le monde semblait différent. Pas plus sûr, pas encore, mais plus clair. L'illusion s'était fissurée. La vérité avait transparu. Jacob était en sécurité, pour l'instant. Mais Malcolm savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'une brèche. La tempête n'était pas passée. Elle venait juste de commencer. 3 mois plus tard, le bruit s'était estompé, mais la douleur persistait. Malcolm était assis sur les marches du Lincoln Memorial, le marbre frais sous lui, Jacob doucement pressé contre lui. La brise printanière tardive soufflait sur la capitale, agitant les drapeaux au-dessus du bassin réfléchissant, effleurant les touristes qui passaient avec leurs appareils photos et les yeux écarquillés, inconscients de la tempête qui avait autrefois fait de cet homme un symbole. L'affaire judiciaire avait disparu des gros titres, remplacée par de nouveaux scandales et une nouvelle indignation. Mais les dégâts persistaient, cachés dans des espaces qu'aucun objectif ne pouvait saisir. La confiance érodée, l'innocence volée, le silence d'un père et de son fils se réapprenant. Le juge Prescott avait été mis à la retraite sans cérémonie. Pas de conférence de presse, pas d'adieu. Juste une ordonnance signée et une chambre vide. Le commissaire Taggart vivait désormais sous le poids d'une inculpation fédérale, les chefs d'accusation s'accumulant comme des briques, obstruction, complot, mise en danger d'enfants. Pourtant, le plus puissant d'entre eux, le sénateur Blake Carroll, avait échappé à la justice. Un congé maladie, soudain, s'était transformé en un séjour prolongé dans un centre de bien-être suisse. Pas d'extradition, pas de responsabilité. Juste un silence poli et intouchable. Malcolm avait refusé toutes les offres qui s'étaient présentées à lui. Des contrats de livres aux couvertures brillantes, promettant des arcs narratifs de rédemption, des producteurs de télévision aux scénarios déjà à moitié écrits, des équipes de documentaires lui faisant miroiter des contrats à 6 chiffres en échange de sa souffrance. Il les avait tous refusés. Non pas par amertume, mais parce que le monde n'avait pas besoin d'une autre tragédie déguisée en divertissement. Il ne voulait pas être disséqué, édité ou piégé. Il voulait la paix, mais la paix s'est avérée compliquée. Chaque semaine apportait une nouvelle lettre, un nouvel appel, un nouveau nom murmuré au cours de conversations discrètes. Des familles, des mères, des enfants pris dans la même machine qui avait failli briser Jacob. La machine ne s'était pas arrêtée. Elle avait simplement changé de vitesse. Et cette vérité rampait sous la peau de Malcolm comme une braise refusant de s'éteindre. Le silence ne suffisait pas. Il ne pouvait pas s'évanouir dans le confort, tandis que d'autres restèrent prisonniers. Avec Elijah à ses côtés, ils commencèrent à poser les fondations. Nuit tardive, réunions surveillées, fichiers cryptés échangés entre des mains de confiance. Ils baptisèrent cela l'initiative des gardiens, un collectif bâti sur la résistance et l'expertise, des militaires à la retraite qui avaient autrefois traqué les ennemis étrangers, surveillant désormais leur propre terrain, des avocats qui savaient déjouer les tribunaux corrompus, des journalistes d'investigation qui refusaient de cligner des yeux. Leur mission était simple sur le papier, dangereuse en pratique. Dénoncer la corruption judiciaire et protéger les enfants utilisés comme des pions dans des jeux de pouvoir. Et malgré tout cela, Jacob commença à guérir. Il ne broncha plus face aux voix qui s'élevaient. Il riait plus librement, même si son rire portait encore l'écho de quelqu'un de plus âgé que lui. Sa confiance en Malcolm, autrefois ébranlée, reprit racine, plus lentement, plus régulièrement, mais plus profondément. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière le dôme du Capitole, peignant le ciel de teintes d'or fondu, Jacob s'assit en silence à côté de Malcolm. La voix du garçon, lorsqu'elle se fit entendre, n'était qu'un murmure. Il se demanda si son vrai père, Marcus, aurait été fier de lui. Malcolm ne répondit pas immédiatement. Il regarda le soleil scintiller sur l'eau, sentit le poids des années et de la perte peser sur sa poitrine.
puis se tourna vers le garçon, les yeux humides de tous ces non-dits. Il lui dit que Marcus était déjà là, qu'il l'était. Et à cet instant, Jacob se pencha vers lui, non pas comme un enfant hésitant à trouver sa place, non pas comme quelqu'un se remettant d'une manipulation, mais simplement comme un fils en quête de chaleur, la trouvant. Le monde autour d'eux restait brisé, les systèmes toujours fissurés, le pouvoir toujours abusé. Mais sous l'ombre, quelque chose d'inflexible avait commencé à prendre forme, un lien reforgé, un objectif ravivé. Le combat était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer.